Vous entendez ce silence? Ce n'est pas le silence de la paix, ce n'est pas non plus le calme avant une simple escarmouche. C'est le silence d'un basculement stratégique. Pendant des décennies, un porte-avions américain au large d'un pays suffisait à faire plier un gouvernement. Une silhouette à l'horizon et les calculs changeaient. Les capitales entraient en crise. Les marchés s'affolaient, les ministres de la Défense décrochaient leur téléphone. Un porte-avions, c'était plus qu'un navire. C'était un avertissement flottant. Aujourd'hui, l'Iran et les Houthis regardent les flottes américaines et continuent d'avancer. Missiles lancés, drones envoyés, navires ciblés, le message est implicite mais puissant. Les porte-avions n'intimident plus comme avant. Et si ce symbole absolu de la puissance américaine était en train de perdre son aura? Depuis le début des tensions en mer Rouge, les rebelles Houthis multiplient les attaques contre le trafic maritime international. Des drones explosifs, des missiles de croisière, des frappes contre des cargos civils. En face, les États-Unis ont déployé des groupes aéronavals complets, des destroyers équipés de systèmes antimissiles ultra sophistiqués, des radars capables de détecter des menaces à des centaines de kilomètres. Sur le plan technologique, la supériorité est écrasante. Mais le terrain stratégique ne se résume plus à la technologie. Car ce que les Houthis démontrent, c'est qu'un acteur non étatique, soutenu intelligemment, peut forcer la première puissance militaire mondiale à s'engager dans une guerre d'usure. Un drone à 20 000 dollars peut obliger à tirer un missile intercepteur à plusieurs millions. Un engin artisanal peut mobiliser une flotte entière. C'est une asymétrie renversée, et derrière cette asymétrie, il y a une logique. L'Iran n'agit pas frontalement. Téhéran n'envoie pas sa flotte affronter directement la marine américaine. Il agit par procuration. C'est une stratégie éprouvée. Au Liban avec le Hezbollah, en Irak avec les milices chiites, en Syrie par influence indirecte, au Yémen avec les Houthis. Chaque front est un levier, chaque milice est une extension stratégique. L'objectif n'est pas de vaincre militairement Washington, l'objectif est d'user sa crédibilité. Car la puissance, ce n'est pas seulement la capacité de frapper, c'est la capacité d'être cru. Si un adversaire estime que vous hésiterez, si un allié commence à douter de votre détermination, alors la dissuasion s'effrite. Et c'est exactement là que nous sommes. Pendant la guerre froide, la présence d'un porte-avions suffisait à envoyer un message clair à l'Union soviétique. Lors des guerres du Golfe, la projection aéronavale américaine dominait totalement le théâtre d'opération. Même dans les années 2000, aucun acteur régional ne pouvait sérieusement contester cette supériorité. Mais nous ne sommes plus dans ce monde-là. Les technologies ont évolué. Les missiles balistiques anti-navires se sont perfectionnés. Les systèmes de guidage se sont améliorés. La prolifération des drones a démocratisé la capacité de nuisance. Un porte-avions reste une forteresse mobile, mais ce n'est plus un sanctuaire. Et la simple possibilité qu'il puisse être menacé modifie profondément le calcul stratégique. Regardons ce qui se joue réellement en mer Rouge. Il ne s'agit pas seulement d'un conflit périphérique, il s'agit d'une artère vitale du commerce mondial. Le canal de Suez concentre une part significative du trafic maritime international. Quand les navires doivent contourner l'Afrique pour éviter la zone, les coûts explosent. Les délais s'allongent, les prix montent. Ce conflit local a des répercussions globales. Et pendant que Washington sécurise les routes maritimes, l'Iran teste les lignes rouges. Jusqu'où les États-Unis sont-ils prêts à aller? Une frappe directe contre des cibles iraniennes. Une escalade régionale impliquant le Liban, l'Irak, la Syrie, ou une gestion contrôlée du risque. Téhéran parie sur une chose, la prudence américaine. Les États-Unis sortent de 2 décennies d'engagement lourd au Moyen-Orient. Afghanistan. Irak. Des guerres longues, coûteuses, politiquement épuisantes. L'opinion publique américaine est moins favorable aux interventions massives. La priorité stratégique officielle s'est déplacée vers l'Indo-Pacifique, vers la Chine, vers Taïwan, vers la compétition entre grandes puissances. Et c'est précisément ce que l'Iran exploite. Un théâtre secondaire, un conflit calibré, suffisamment intense pour tester, pas assez frontal pour déclencher une guerre totale. C'est une stratégie du seuil, avancer sans franchir la ligne rouge définitive, provoquer sans forcer l'escalade incontrôlée. Mais ce phénomène dépasse le seul Moyen-Orient. Il révèle une transformation plus large de l'ordre mondial. La Russie défie en Ukraine. La Chine multiplie les pressions autour de Taïwan. L'Iran défie indirectement la marine américaine. Ce sont des confrontations fragmentées, des fissures successives. L'ordre international n'est pas renversé d'un coup. Il est grignoté, érodé, testé. Et chaque test réussi réduit un peu plus le pouvoir dissuasif de la puissance dominante. Attention, dire que les porte-avions n'intimident plus ne signifie pas qu'ils sont devenus inutiles. Ils restent des outils extraordinaires, capables de projeter de la puissance sans base terrestre, capables de frapper rapidement, capables d'imposer une présence. Mais leur efficacité dépend du contexte. Dans une guerre conventionnelle contre un État faible, ils dominent.
Dans une confrontation hybride face à des acteurs diffus, soutenus indirectement par une puissance régionale, leur impact psychologique diminue, car l'adversaire n'a pas les mêmes coûts politiques. Un groupe rebelle n'a pas à répondre devant une opinion publique nationale structurée. Il peut absorber des frappes, se disperser, revenir. C'est une guerre de patience. Et il y a une autre dimension, la guerre de l'information. Chaque attaque-outil relayée sur les réseaux sociaux, chaque image d'un missile intercepté, chaque vidéo d'un cargo touché. L'impact médiatique est immédiat. Dans un monde hyper connecté, la perception devient presque aussi importante que la réalité militaire. Si l'image qui circule est celle d'une superpuissance obligée de se défendre face à des drones rudimentaires, alors le récit change. Et dans la compétition stratégique, le récit compte. La vraie question n'est donc pas seulement militaire, elle est psychologique. Sommes-nous en train d'assister à une transition d'une ère de domination incontestée à une ère de contestation permanente? Ce que l'Iran teste aujourd'hui, ce n'est pas la force brute américaine. C'est son seuil de tolérance, sa capacité à gérer simultanément plusieurs fronts, sa volonté politique d'aller plus loin, et si la réponse reste mesurée, alors d'autres acteurs observent. Car dans les relations internationales, tout le monde observe tout le monde. La Chine regarde comment Washington réagit en mer Rouge. La Russie observe le degré d'escalade accepté. Les alliés régionaux évaluent la solidité du parapluie américain. Chaque crise est un signal. Chaque décision est interprétée. C'est un jeu d'équilibre subtil. Alors, les porte-avions n'intimident-ils plus, ou bien intimidait-on surtout des acteurs qui ne pouvaient pas répondre? Peut-être que la vraie transformation est là. Le monde est devenu plus dense technologiquement, plus fragmenté politiquement, plus audacieux stratégiquement. La dissuasion classique ne disparaît pas, elle devient plus complexe, plus nuancée, plus risquée. Ce qui se joue en mer Rouge est peut-être un avant-goût, un laboratoire stratégique, un terrain d'expérimentation de la guerre hybride du XXIe siècle. Ni guerre totale, ni paix réelle, mais une tension permanente, une pression continue, une série de tests calculés. Et dans ce type d'environnement, il suffit d'un mauvais calcul, d'un missile qui touche sa cible au lieu d'être intercepté, d'une frappe de riposte trop large, d'un acteur régional qui décide d'aller plus loin, et l'équilibre bascule. La vraie bataille n'est peut-être pas navale, elle est stratégique, narrative, symbolique, qui semble déterminé, qui semble hésitant, qui impose le rythme. Dans ce monde multipolaire en formation, la puissance ne disparaît pas, elle se transforme. Et les symboles d'hier doivent s'adapter aux réalités d'aujourd'hui. La mer Rouge n'est peut-être qu'un chapitre. La question est plus large. Sommes-nous entrés dans une ère où la puissance américaine doit constamment prouver qu'elle reste crédible? Ou assistons-nous simplement à une phase d'ajustement? Une chose est sûre, les équilibres bougent, les lignes se testent, les seuils se déplacent. Et dans un système international aussi tendu, un seul calcul erroné peut transformer une stratégie d'usure en embrasement. Et cette fois, ce ne sera plus une démonstration de force, ce sera une rupture.